Et si le plastique devenait une matière de création à part entière? Un terrain d'exploration où l'on transforme des idées, des textures et même des résidus en objets uniques à la croisée du design, de l'ingénierie et de l'art. On en parle avec M. Rino Côté dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Aujourd'hui, on plonge dans une démarche où la matière prend forme autrement. À travers différents procédés de moulage, dont l'impression 3D, il devient possible de transformer une idée en objet concret, original et porteur de sens. Pour en discuter, nous recevons M. Rino Côté de l'atelier à côté, qui repousse les frontières entre création, matériaux et fabrication. Bonjour Rino, bienvenue à Sortir du moule. Bonjour, merci de m'inviter. Écoute, Rino, tu travailles à transformer des déchets en matières premières créatives, ce qui n'est pas très courant, qui est pas commun. Qu'est-ce qui t'a amené à voir le déchet non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de création? Ben, c'est que dans le fond, si on vient un peu dans l'histoire, tu sais, pour savoir où ce qu'on est rendu, où ce qu'on s'en va, vaut mieux savoir d'où ce qu'on vient. Nos arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, et bon, depuis que l'homme est sur la Terre, il y a une forme d'économie circulaire et d'environnement qui se fait sans qu'ils s'en rendent compte, mais plus par obligation. Donc là, les gens usaient à la corde vraiment les vêtements, les outils, tous les matériaux qui étaient utilisés parce que ben, il n'y avait pas une scène, fait qu'il fallait qu'ils l'utilisent à bon escient. Ceci dit, aujourd'hui, on est beaucoup plus, on entend galvauder même l'expression une société de consommation. Tu sais, même le PIB, hein, le PIB est calculé sur la consommation de l'être humain dans sa société, ce qui fait qu'on est une société qui existe ou pas, ce qui est un non-sens selon moi. Donc, euh, l'idée, c'est de remettre un peu à la page le fait qu'on dit on travaille en économie circulaire, c'est très à la mode aujourd'hui, mais en réalité, je veux dire, on a toujours travaillé comme ça. Tu sais, ce qui est différent, c'est depuis peut-être les 100 dernières années, où ce qu'on est dans une surconsommation, surtout dans les 50 dernières années, où ce que là, ça n'a aucun bon sens. Là, c'est exponentiel, c'est vraiment exponentiel, l'ascension de la consommation. Euh, L'idée, dans le fond, c'est, puis je le fais par challenge, mais je le fais aussi par conscience sociale et environnementale parce que, comme je disais, on est assis sur des déchets, mais en même temps, ces déchets-là, il faut les valoriser ou les revaloriser. Euh, Tout ce qui est le plastique, on devrait mettre un prix là-dessus. Le plastique devrait être une espèce d'or à la bourse ou je sais pas quoi, mais parce que le plastique est traité comme une cochonnerie, hein. On dit qu'il y a un continent qui flotte, c'est que du plastique. On en trouve partout, on en mange, on en boit, la microplastique, il y en a partout. Ceci dit, si on contrôlait mieux la fin de vie de ces éléments-là de plastique, ça serait déjà beaucoup un pas à l'avant, tu sais. Parce que ce plastique-là, on dit plastique, là, souvent on va penser à une bouteille d'eau, hein. Mais en réalité, le plastique il est partout, tu sais, que ce soit nos ordinateurs, nos souris, nos téléphones, nos vêtements. Hein, nos vêtements, là, je veux dire, je mets au défi des gens porter que de la laine, de la soie, du lin, tu sais, des fibres naturelles. On est bourré de. Surtout les vêtements de sport, hein, c'est du polyester, c'est du lycra. Fait que, tu sais, c'est tout des synthétiques, hein, c'est des nylons, c'est des polyesters. Donc, pardon. Donc, c'est vraiment des synthétiques. Donc, si on dit que du jour au lendemain, on arrête de consommer le plastique, ben, ça va être facile la première journée, mais à un moment donné, ça va étrangler quelque part dans le goulot. Donc, il y avait un reportage dans le passé à Radio-Canada, il y a peut-être 4-5 ans, avec Laure Varidel, qui a, avec son mari et ses deux enfants, dit OK, on essaye de vivre sans plastique. Écoute, c'est devenu compliqué, là. Ne serait-ce qu'aller en camping, là. C'est tout un défi. Et pour finir par se rendre compte que ben, on est rendu là, là. C'est très difficile d'enlever tous les plastiques de notre environnement. Donc, mon idée, moi, c'est d'être capable de donner une seconde vie à ces plastiques-là, surtout les PET, PET, tu sais,
et les PETG aussi, mais il y a du glycol dedans. Donc, tout ce qui est les plastiques PET, les fameuses bouteilles d'eau, boissons gazeuses et autres, c'est un plastique qui se recycle très facilement. C'est un des plastiques qui se recycle facilement. Puis c'est un plastique aussi qui a pas de. Il y a très, très peu de pertes lorsqu'on le recycle. Donc, oui, il est chauffé, il est utilisé, mais il suffit d'en remettre un peu de résine vierge, mais c'est assez facile. Ceci dit, selon moi, de reprendre le PETG, par exemple, ou un autre plastique, puis de lui donner une seconde vie, c'est correct. Mais c'est un peu comme un auto hybride. C'est en attendant que les batteries soient meilleures pour avoir juste des autos électriques. Donc, c'est temporaire. Fait que l'idée, c'est d'être capable d'utiliser des plastiques qui sont beaucoup plus environnementales, qui ont une fin de vie beaucoup plus éco-friendly, qui sont peut-être de sources un tant soit peu naturelles. Tu sais. Il existe des plastiques comme le PLA, le PHA, les celluloses aussi. Bon, là, j'ai commencé par PLA, mais le PLA est un peu galvaudé en greenwashing, là. On utilise le PLA à tout escient. Tellement que maintenant, bon, ben, tous les villes et tous les partenaires de recyclage ne veulent plus de PLA. Parce que le PLA, qu'on dit recyclable et compostable, euh, est compostable dans un environnement contrôlé. Donc, une température assez élevée, 5 degrés, des bactéries, et puis ça ne prend pas 2 semaines. C'est quand même assez long. Donc, les équipements ne sont pas prêts à ça. Les gens ne savent pas trop quoi faire avec ça. Donc, on a tout banni. Fait qu'on on nivelle par le bas. Donc, c'est pour ça que là, le pH entre autres devient intéressant. Toutes les cellulosiques aussi deviennent intéressantes comme résine. Fait que là, moi, c'est de voir de ces matériaux-là, comment est-ce qu'on peut les utiliser de un, qui peut soit remplacer ou créer une nouvelle matière. Puis après ça, ben, quel autre déchet que je peux mettre? Quand on parle d'économie circulaire, hein, c'est un peu ça. C'est ton déchet devient ma matière première pour mon produit. Donc, un peu comme le fibre de verre, le béton. Hein, le béton, dans le fond, c'est du ciment. Souvent, les gens ils disent c'est en ciment ou c'est en béton, on ne sait pas la différence. Bon, le béton, c'est le résultat du ciment. Donc, le ciment, c'est la poudre dans laquelle on met de l'eau, on met du sable et une certaine granulosité, là, de la 0,3, de la roche, tout ça. Et c'est ce qui forme notre mélange. Et ça va être notre béton. Donc, le ciment, la poudre de ciment, c'est notre colle, c'est notre liant qui va tenir tout ça. Et bon, les roches et le sable, c'est l'élément de compression, c'est ce qui va tenir, solidifier et tout. Bon. Dans le mode plastique, je pense un peu comme ça, c'est-à-dire mon liant serait X plastique, hein, un PHA par exemple, et dans ce mélange de plastique-là, qu'est-ce que je peux ajouter pour modifier, adapter, changer le résultat final? Que ce soit pour l'esthétique, que ce soit pour un élément technique, résistance au feu, résistance à la compression, l'étirement, etc. Là, on peut en nommer jusqu'à demain. Donc, si je rajoute une poudre, hein, parce que là, on veut l'utiliser en mode soit injection dans des moules ou soit en impression 3D, il faut utiliser plus proche d'une farine de, du bois, par exemple, plutôt que des copeaux de bois. Parce que, inévitablement, ça va être injecté dans une buse qui a peut-être je sais pas moi, 1, 2, 3 millimètres ou 5 ou 6 millimètres. Fait que, il faut que ça passe là-dedans, dans le trou, là, sinon ça va coincer. Donc, puis l'impression 3D, c'est la même chose. Donc là, l'idée, c'est de tamiser, d'avoir cette fameuse poudre-là de notre biomasse qu'on appelle. Donc, c'est des feuilles broyées, c'est des écorces d'arbres, c'est le brin de scie, hein. On a un atelier, par exemple, qui fabrique des meubles. Bon, mais il y a une quantité phénoménale de brins de scie qui se fabriquent, de copeaux de bois, etc., dans la transformation. Donc, au lieu de le domper au vidange, de le mettre au dépotoir, ce qui est, d'un côté, oui, va se composter, mais à la quantité va être très, très long. Ben, comment qu'on peut revaloriser, tu sais, cet élément déchet-là de un. Donc, c'est de le broyer, de le mettre en poudre, de l'intégrer à un plastique. Puis là, on a un plastique avec un agrégat, fait comme le béton tantôt. Donc, ça va être, exemple, le bois. Et qu'est-ce que ça va changer à mon résultat? Bon, ben, ça peut changer. Bon, c'est sûr que c'est l'esthétique va changer. Est-ce que ça peut changer, augmenter ma compression, par exemple? Donc, j'ai l'effet peut-être un peu moins plastique parce que j'ai du bois. Fait que peut-être qu'en compression, c'est bon. Mais par contre, en étirement, en flexion, là, je perds un peu parce que je perds de l'élasticité. Fait que c'est un peu ça, tu sais.
Fait que là, je travaille justement là-dessus avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui m'aide à pousser plus loin la folie d'utilisation de ces matériaux-là. Eux autres, moi j'ai l'idée, puis eux autres ils ont la technique. Fait que comment est-ce qu'on peut réussir à mettre ça ensemble? Puis j'en fais beaucoup dans mon atelier quand j'ai 15 minutes. Donc, je broie avec la mixette à ma femme. des- Fait que vous êtes encore en couple, vous Ouais, n'êtes pas non, fait non, mettre ça fait dehors. 30 ans qu'on est C'est ça, la ensemble. Fait que, mixette. elle en a vu d'autres. Fait que l'idée, c'est euh, d'accélérer, mais aussi d'avoir le nez dedans, parce que je reste un rat d'atelier. J'aime beaucoup comprendre pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas, parce que c'est aussi important de savoir pourquoi ça fonctionne pas. Hein. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on a perdu notre temps ou qu'on est défaitiste. Là. Non, non. Et si ça n'a pas marché, parfait. Donc, on a un élément qui fonctionne pas, c'est quoi? La température, l'élément, bon. Et puis on fait la recherche, puis on l'élimine. Donc, c'est aussi important un que l'autre. Euh, Ceci dit, pour la partie plus alimentaire, ben là, c'est sûr que je travaille avec des plastiques qui sont sur le marché. Hein. On parle de PLA comme tantôt, mais les PETG, PETG, très peu d'ABS. Pas, je ne suis pas vraiment là-dedans. J'ai pas tant de demandes. Mes imprimantes 3D sont pas. Ils peuvent faire des petites pièces, mais c'est qu'il faut avoir un environnement chauffé à assez haute température. La bûche, ça peut toujours aller, mais c'est vraiment l'habitacle comme tel. Donc, l'ABS, c'est vraiment un super matériau. Par contre, c'est pas évident à imprimer. Si on n'a pas le bon équipement pour des grosses pièces, on peut imprimer des petites affaires, mais des grosses pièces là, qui vont prendre 2 jours, là, haute définition et tout, c'est pas ça. Donc, je suis vraiment dans ces matériaux-là qui ont une capacité de recyclage. Euh, les chutes, c'est-à-dire que les plastiques qui ont des projets qui sont plus bons, ou les supports, par exemple, je les mets dans des bacs et je me suis patenté un déchiqueteur à feuilles que j'ai transformé en déchiqueteur à plastique. Donc là, je broie mes plastiques pour en faire un copeau. Et là, pour l'instant, je l'envoie au Cégep du Vieux-Montréal. Il y a un atelier de recyclage de plastique qui sert aussi d'élément de recherche pour les gens qui étudient en design. Donc, comment que eux peuvent travailler avec un plastique recyclé. Donc, c'est pas juste de faire une idéation sur un projet de lampe ou de napperon, mais c'est de le faire aussi. Donc là, eux, ils récupèrent, que ce soit des capuchons de bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau, et des gens comme moi qui fabriquent des objets en 3D, mais qui ont des chutes. On va leur porter ça, ils les broient. Ben, moi, je prends de l'avance, là, je les ai déjà broyés. Euh, un, ça prend moins de place. Puis deux, ben, c'est toujours dans l'idée de est-ce que je pourrais, dans ma recherche que je fais en ce moment, réutiliser ces chutes-là pour les mélanger à une biomasse pour en créer un nouveau. Fait que ça, c'est ma partie auto-hybride. C'est mon hybridité entre j'ai pas le plastique total que je voudrais encore, mais je peux au moins donner une seconde vie euh, à mes déchets. Tu sais. Fait que là, c'est ça. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule gagnante. C'est tous et chacun essaye tant bien que mal de trouver la formule gagnante. Exact. Puis tout ça, ça mène à un produit qui peut être soit de design ou tu sais, de décoration ou même un produit qui va être fonctionnel. Puis justement, quand on parle d'une matière comme ça qui porte une histoire, est-ce que cette dimension narrative-là influence votre créativité ou le design ou l'objet final que vous allez créer à partir de cette matière-là? Ben oui, c'est sûr que, comme on disait tantôt avant d'entrer en enregistrement, il y a deux Rhino côté. Hein. Il y a le Rhino côté artiste, sculpteur, donc rhino.com, rhinocoté.com ou .ca. Et il y a le Rhino côté qui, ben, il faut qu'il mange, il paye ses comptes. Fait que là, t'as l'atelier à côté. Donc, l'atelier à côté, c'est vraiment l'atelier qui va offrir le service d'impression 3D, design 3D, numérisation, scan 3D, mais vraiment à l'échelle beaucoup plus artistique. Je suis pas, j'ai pas l'intérêt ou le désir de fabriquer des pièces automobiles, par exemple, des porte-clés, des objets usuels mécaniques, parce que, premièrement, il y a beaucoup de monde qui en font. Puis deuxièmement, ben moi, j'ai besoin d'avoir un problème.
Donc, ce qui peut paraître difficile à comprendre parce que j'ai travaillé 18 ans en recherche et développement au Cirque du Soleil, puis mon modus operandi, c'est quand je me levais le matin, je me disais, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, fonctionne dans un horaire fixe, que je sais ce que je vais faire dans les 6 prochains mois, c'est me tuer à petit feu. Donc, si j'achète 150 imprimantes 3D dans mon atelier, puis j'imprime des porte-clés, des coques de souris, d'ordinateur, des pièces automobiles, je fais juste play, print, enlève, play, print, enlève. Je fais juste ça. Bah, on va aller travailler chez McDonald's. J'ai pas cet intérêt-là. C'est le côté artiste qui est en moi, là, qui est comme ça. Puis je me force pas pour, là. Je suis pas prétentieux, péteux, ou je lève le nez sur quelque chose qui peut être très payant, même plus. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable. Je vais être malheureux, là. Fait que les gens qui viennent me voir, généralement, souvent je suis comme le dernier. Ils ont essayé, lui, voir des fois. Puis, ben, ouais, c'est ça, mais généralement, ça marche parce que c'est ça, je fonctionne toujours avec des défis, des complexités, des problématiques de matériaux ou de mécanique ou de comment faire. Puis c'est mon fun. Tu sais, moi, je suis aussi mouleur. Je commence par le moulage. De façon traditionnelle, écoute, je pense que je me suis moulé les doigts, j'avais comme 13-14 ans, là. Fait que ça fait longtemps. Euh, Pas que je suis vieux, là, mais c'est ça. J'ai commencé, ça fait longtemps. Et le moulage, dans le fond, c'est une façon traditionnelle de reproduire un objet. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, on va pas rentrer dans le détail jusqu'à la fin fond, là. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Donc, logiquement, on a un objet qu'on veut reproduire, ben, on le prend, on fait un moule dessus, on ouvre le moule, on enlève la copie, et puis, à l'intérieur de ce même moule-là, une fois fermé, on va couler notre matière finale. Plâtre, ciment, plastique, fibre de verre et autres. Euh, Dans l'idée du 3D, parce que les gens se demandent, ben, écoute, moulage traditionnel, imprimante 3D, les nouvelles technologies du 3D, c'est comme diamétralement opposé. Ben, au contraire, un va bien avec l'autre parce que tout l'univers du 3D, c'est un peu une mise à jour des outils traditionnels de moulage. Hein. Tantôt, j'expliquais comment, bon, on fait un moule sur un objet, on coule dans le moule. Ben, en réalité, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va numériser l'objet, que ce soit, peu importe, là, une bouteille d'eau. Donc, on va numériser en 3D cet objet. On va ajuster, transformer, faire des itérations sur notre modèle dans un logiciel proprement dit de dessin ou de modelage. Et ensuite, mon output, la sortie de tout ça, va être l'impression 3D ou l'usinage CNC. Donc, on est toujours dans le mode virtuel numérique. L'avantage ou la différence entre le moulage et l'impression 3D, c'est que euh, lorsque je fais un moule sur un objet, que ce soit un silicone, un uréthane ou un moule en acier usiné pour faire des productions à grande série, ben mon moule il est fixe. Donc, si j'ai, par exemple, le client dit, ah, la bouteille est cool, mais j'aimerais ça qu'elle soit plus haute, plus petite, ou qu'on ait une forme de main qui l'appréhension n'est pas correcte, je dois la transformer, ben là, le moule est fait. Donc, je dois refaire un modèle sur lequel je vais faire le moule. Tandis que si je veux changer le modèle, ben là, mon moule, c'est un moule virtuel, c'est mon fichier. Donc, je retourne dans le logiciel, je modifie le modèle selon les demandes du client. On valide de façon virtuelle. Oui, OK. On l'imprime en 3D. Parfait. Et là, on peut fabriquer le moule ou l'envoyer en série après pour fabriquer un moule en acier pour de l'injection. Donc, euh, les itérations puis les validations du produit que le client a besoin se font beaucoup plus facilement et rapidement à moindre coût. Hein? Tu as fabriqué un moule en silicone ou en acier qui t'a coûté 150 000, puis là, tu t'aperçois que il n'est pas terrible, la forme, ça ne marche pas. Ben, tu as mis 150 000 là-dedans pour rien. Donc, il y a des petites modifications qui peuvent se faire dans les moules d'acier, mais je veux dire, on ne peut pas changer du tout. Je veux dire, il est fait, il est fait. Fait que c'est là que le moulage de façon virtuelle devient vraiment intéressant. Et puis, comme un moule, hein, le moule, moi je prends toujours le moule en silicone, on peut couler une cire pour la fonderie, on peut couler du béton, des plâtres et autres. Dans le principe du 3D, ben, l'imprimante ou les imprimantes, on peut changer les matériaux.
Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on le voit, hein, de plus en plus, les gens qui vont imprimer des maisons, ben, on a des imprimantes à béton. On va imprimer, on commence tranquillement à imprimer du verre. Donc, oui, verre chauffé, donc il y a des universités qui travaillent là-dessus. Le métal, ça roule. Je veux dire, on est rendu même avec des non-ferreux, des cuivres, de l'or aussi, des matériaux précieux. Ensuite, ben, tous les plastiques, hein, on connaît justement les plastiques. On est aussi dans le bio. Donc, tous les biomatériaux qui vont être utilisés, par exemple, pour un cartilage d'oreille, pour reproduire de la peau, des choses comme ça. Donc, il y a pas des pharmacies, mais des entreprises pharmaceutiques qui travaillent de ce côté-là. Donc, l'univers, l'impression 3D est rendu plus loin qu'on le pense. Euh, Dans le fond, c'est le mouvement, hein, X, Y, Z, c'est le mouvement de la CNC, le mouvement de l'impression 3D. Ce qu'on met au bout, la buse, c'est ce qui va être notre matériau final. Donc, que ce soit un morceau de peau, comme je disais, un gâteau ou un morceau de béton, ben, l'imprimante suit des coordonnées qui ont été envoyées. Puis justement, comment ça s'articule une démarche artistique quand on combine de la matière plastique recyclée, on combine des matières organiques cellulosées qu'on a parlé tout à l'heure, on parle d'impression 3D, on parle de techniques de moulage traditionnelles ou de mesure d'éléments. Comment on articule une démarche créative avec tous ces procédés, ces matières qui sont différentes, qui ont des contraintes, qui ont différentes approches? Il y a deux, il y a un peu deux réponses à ta question. La première, la démarche artistique en prend pour son rhume parce que elle est comme ralentie. Parce que, je veux dire, comme je disais tantôt, il y a 24 heures d'une journée. Fait qu'à un moment donné, tu as du travail à faire qui va te faire manger, avoir ton atelier et tout. Et puis, tu as le côté créatif artistique qui, oui, paye un peu, selon avec des bourses et des droits d'exposition, mais c'est pas aussi. Tu sais, on sait que les arts visuels, c'est malmené, hein, comme la danse et autres. Donc, c'est très difficile d'avoir une production artistique. Je veux dire, j'en connais qui réussissent, tu sais, mais ils ont bûché fort, très, très, très fort. Ils ont aussi eu des occasions qu'ils ont saisies. Il y a aussi une question, tu sais, on parle de domaine artistique, c'est un peu comme de la musique, hein. Je veux dire, t'aimes tel groupe, puis moi, j'aime pas ce groupe-là pour X raisons. C'est une question de goût. Donc, si mon travail artistique n'est pas assez apprécié des décideurs, de mes pairs, ils aiment ce que je fais, mais pas assez pour être exposé puis que je vende à fond la caisse, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut que je trouve une autre façon de gagner ma vie. Mais en même temps, étant un artiste, tu peux pas dire: «Ben, je vais arrêter 6 mois, 1 an, 2 ans, puis à un moment donné, je vais m'en remettre», tu sais? C'est pas comme, c'est pas un passe-temps de tricot, tu sais? Je fais pas des pantoufles pour le fun quand j'ai du temps à perdre. C'est vraiment, c'est viscéral. C'est extrêmement difficile à expliquer quelqu'un qui est pas artiste, mais c'est que tu peux pas comparer ça à quelqu'un qui fume, parce que j'ai jamais fumé, là. Tu sais, quelqu'un qu'on dit d'arrêter de fumer, c'est addictif, hein? Heu, Ah oui, puis absolument. les arts, c'est pareil, c'est indescriptible, tu sais? Donc, c'est très difficile d'avoir une production artistique en même temps que d'avoir un travail alimentaire. Ceci dit, pour la combinaison des matériaux et outils, parce que depuis tantôt je parle de moulage et d'impression 3D, en réalité, comme par exemple un peintre, le peintre, il va travailler avec la peinture à l'huile ou de l'acrylique, avec ses pinceaux et ou ses spatules sur une toile ou un canevas autre qui peut être un morceau de bois. Donc, il y a un langage. Il va utiliser ce langage plastique-là pour transmettre ses informations, son désir, ses idées, ses peines, ses joies, tout ça. Donc, au lieu de l'écrire comme un poète ou un écrivain, il va le transmettre ces informations via un médium avec lequel il travaille. Dans mon cas, moi, j'aime beaucoup les technicalités du moulage ou de la reproduction, tu sais, parce que on peut jouer avec les formes, les couleurs, les matériaux. Tu sais, comme par exemple, pour une raison X, je pourrais avoir un moule d'une bouteille d'eau, puis je la coule en béton parce que je trouve que le béton, euh, même si elle n'est pas fonctionnelle, la bouteille d'eau, le béton pourrait venir avoir un langage de dire: «Ah, ça n'a pas d'allure qu'on utilise le plastique, que ça dure longtemps, c'est comme le béton». Là, je dis n'importe quoi, là, ça fait pas de sens mon affaire, là, mais donc j'utiliserais un matériau, une technique qui 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 traduirait mon idée, tu sais? Donc dans mon atelier, sur mon mur, ben,
j'ai mes gouges, j'ai mes ciseaux, mes X-Acto, des imprimantes 3D. Donc, je ne vais pas nécessairement créer en prenant en compte que je dois produire en impression 3D ou en moulage, mais c'est un outil supplémentaire à ma façon de travailler. Bon, maintenant, parce que je suis habile dans le moulage, l'impression 3D, inévitablement, ça va venir teinter ma production. Hein. Je ne vais pas je vais pas exposer un tableau avec de la peinture. Je ne suis pas peintre. Je suis un gars de 3D, je suis un gars de volume. Donc là, à ce moment-là, je vais utiliser ces outils-là. Mais je ne vais pas me bloquer à produire absolument avec ces techniques-là et technologies parce que j'aime ça, puis c'est le fun. Si mon discours ou ce que je veux transmettre comme information, ça marche mieux si j'utilise la taille directe dans le bois, ben je vais faire ça. Je ne vais pas dire ah, mais non, je vais l'imprimer en 3D parce que c'est cool, j'ai le fun, puis pendant que la machine travaille, ben moi, je fais d'autres choses, puis je dors. Ouais. C'est pas comme ça fonctionne. Il faut. C'est comme si, je sais pas, moi, tu écris un livre en français, puis là, tu m'as écrit en allemand parce que je trouve ça cool, puis c'est le fun. Ben, ton lecteur va être perdu un peu. Si dans ton roman, il n'y a rien qui fait que tu as besoin d'écrire en allemand. Parce que, bon. Fait que c'est un peu ça aussi, c'est d'utiliser les bons outils au bon moment avec les bons matériaux. Fait que ça, c'est la jonglerie que l'artiste va faire tout le temps. Hein. C'est toujours comme ça qu'il va travailler. Donc, c'est ça. Je ne vais pas me forcer à utiliser une technique ou un matériel parce que je l'aime. Ceci dit, parce que je travaille sur des matériaux biocompatibles avec de la biomasse, compostable et tout, ben, ça m'amène à une production qui est différente, qui peut être vraiment intéressante. C'est-à-dire que, je sais pas, imagine j'imprime une pièce, puis ma biomasse dans mon plastique, c'est, je sais pas moi, des noisettes. Fait que là, j'imprime mon plastique qui est je sais pas moi, il n'y a pas beaucoup de plastique, mettons, je sais pas moi, 30% de plastique, puis le restant, c'est de la noisette. J'imprime une noix, un gland de chêne, j'installe ça dans un arbre, puis les écureuils le bouffent. Donc, au bout de 2 mois, j'ai plus de sculpture. Ça, c'est une bonne idée, puis c'est cool, tu sais. Ça, c'est drôle. Parce que, l'économie circulaire. Tout est dans tout, tu sais. Donc, j'ai réutilisé un déchet d'un bar, des plastiques qui sont fabriqués à partir de bactéries. J'y ai mis un déchet, des noisettes qui sont passées date, qui sont rassis. J'ai tout mélangé ça ensemble. J'ai imprimé une noix. Donc, je réimprime la forme de ce que j'ai utilisé. Donc, je refais une grosse noix. Puis les écureuils viennent le manger en plus. Donc là, il y a un discours intéressant, tu sais, dans tout ça. L'utilisation des matériaux qui vont nourrir une bête, un écureuil dans ce cas-ci. Oui, précisons qu'on parle ici de plastiques qui sont Oui, 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 comestibles. oui, oui, c'est ça. Pas penser qu'on arrête de s'attaquer à tuer des Non, écureuils. non, quoi qu'ils mangent mon bac de recyclage, des fois, ce serait tentant, là. C'est Oh, là, écoute, involontaire. j'ai des copeaux de plastique bleu à terre, des trous gros me le poing, là. Ils sont vraiment voraces au printemps, là. Oui, c'est ça, tu sais, je ne vais pas prendre un PETG, puis que là, bon, ils vont crever au bout de 6 mois. Donc, l'idée, c'est de prendre aussi des plastiques qui sont des bases de cellulosique, qui sont des sucres, qui sont, tu sais, et puis c'est ma colle, mon liant, qui fait que ma poudre de noisette va se tenir, puis qu'ils vont manger la poudre de noisette. Donc, ça, c'est le côté artistique, parce que le côté day-to-day, je parle de ça à un client ou à quelqu'un qui va avoir un objet final, il va faire ben, qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi aussi, dans 2 mois, j'ai plus d'objet, je n'ai de besoin. Fait que ça n'a pas de sens au niveau productif, mais ça a du sens au niveau artistique parce que là, on vient décrier, par exemple, le fait qu'on produit trop de plastique. Fait que là, pourquoi pas on n'utiliserait pas un plastique qui alimenterait, par exemple, les animaux. Fait que là, je te dis ça, je trouve que c'est une bonne idée, là, je vais le prendre en note. C'est pas- Oui, non, ben, moi aussi, je la trouve excellente. Je trouve que c'est original. Puis c'est un genre d'art éphémère en Ouais, même temps. Là. On voit ouais, une c'est tendance ça, des tu fois sais. dans Puis ça. ton exposition, tu C'est peux pas vraiment exposer original. ton gland de chêne, il a été mangé. Fait que tu exposes une vidéo en accéléré qui montre un écureuil qui mange la sculpture dehors pendant le temps. Fait que ça, regarde, on vient ensemble de créer quelque chose que je vais faire. Fait que
Mais là, je veux juste revenir. On parlait de démarche artistique, puis j'aurais peut-être dû prendre le mot démarche créative, parce que l'artistique, là, on a l'art, mais ça reste que quand on crée quelque chose pour un client, même si c'est commercial, vous êtes dans des pièces uniques, des pièces prototypes, des pièces originales qui utilisent des matériaux originaux, parce que, tu sais, ce avec quoi vous travaillez, c'est pas conventionnel, puis c'est pas des techniques de roulage habituelles. Il y a quand même de la création dans ça. Oui, mais c'est pour ça que, tu sais, tantôt, je disais que je travaillais pas dans la fabrication en chaîne, hein, porte-clés, coque de souris et autres. Là, je suis pas, ou la pièce d'auto, je suis pas là-dedans parce que, bon, premièrement, je m'ennuierais. Euh, Parce qu'il n'y a pas de créativité. Donc, c'est pour ça que les gens avec qui je travaille, généralement, c'est 95% du temps, c'est des artistes, des artisans qui ont un croquis dans leur tête ou sur un napkin, puis qui ont fait, OK, c'est quoi ton entrant? Qu'est-ce que tu veux? Et ta sortie, c'est, je voudrais que ça soit comme ça. Ah, OK. Fait que là, moi, je viens mettre entre les deux son idée, son désir, puis sa finalité. Puis là, je dis, bon, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à tes fins? Fait que là, là, c'est les matériaux, c'est la façon de faire. Tu sais, encore une fois, tu sais, ça va toujours tourner autour du moulage, l'impression 3D, parce que c'est ça ma finalité, tu sais, c'est ça ma force. Si tu viens chez nous pour trouver une couleur sur tes murs, je ne serais peut-être pas nécessairement la meilleure personne, tu sais. Mais fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu comme ça que je travaille, puis fait que la créativité est essentielle. Euh, pour être capable de comprendre ce que l'artiste a en tête. Parce que tu sais, j'ai vu des ateliers à un moment donné où bon, je parlais avec un artisan ou un atelier de fabrication en chaîne. Et puis là, il y avait un artiste qui était venu pour lui demander son projet, je dirais comme ça, comme ça. Puis la personne devant moi a dit, OK, garde, fais tes dessins, quand tu vas être prête, viens me voir. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt et ça ne tentait pas de bloquer sa chaîne de production qui est très, très rentable, pour arriver avec un artiste qui fait comme plus de même, plus de même, plus comme ça, puis ah, si ça fait ça, ça serait cool, puis non, 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 tu sais, tu peux pas fonctionner comme ça quand tu as une entreprise qui fabrique des bouteilles d'eau. Donc, tu peux pas être ta chaîne de montage, de fabrication. Donc, c'est là que je me positionne là-dedans, parce que, comme je disais tantôt, des gens qui ont 50, 100 imprimantes dans leur sous-sol, qui fabriquent des pièces en série, il y en a beaucoup. Donc, je vais juste être un de plus. Tandis qu'il y a des gens qui fabriquent, qui vont faire l'intermédiaire entre l'idée de l'artiste et son résultat, ce qu'il va avoir, ce qu'il va exposer, par exemple, ou le designer qui va avoir son tabouret qui a été designé X avec des matériaux X. Ben, lui, ça va être du essai-erreur. Tu sais, il y a des projets où c'est le déchet. On avait manqué notre affaire, ça n'a pas marché, ça a sorti tout croche. Puis l'artiste a fait comme Ah, c'est ça que je veux. Ben, OK. Des fois, la recherche arrête à mi-chemin entre je veux que ça fasse ça et OK, ça a foiré, mais c'est ce qui a foiré qui devient intéressant pour X raisons, texture, couleur, peu importe. Tu sais. Donc, moi, j'adore ça. Moi, je trouve ça le fun. Tu sais. C'est ça qui me fait lever le matin. Là. C'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est ça. Par quoi je vais commencer ma création de la journée? Oui, puis c'est pas parce que j'ai commencé sur quelque chose un le matin qu'à midi, je vais être en même place. Là. Ça peut changer du tout au tout. Et c'est ça, tu sais, je veux dire, je compte ça à des gens qui sont très, très routiniers, que ça fait 30 ans qu'ils sont sur la même job, ils comprennent pas. Et ils sont eux autres, ils rentreraient en mode panique. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui ou demain. Tu sais. Ben, donne-moi une liste, donne-moi un délai, donne-moi. Moi, je ne marche pas de même. J'ai bien de la misère. Les délais, j'ai bien de la misère à respecter ça. Je vais souvent finir dans la nuit parce que j'ai mal calculé mon calendrier ou j'ai essayé de quoi que ça a foiré, puis a fait qu'on on va essayer ça. Et je vais y arriver. Mais souvent, la poche en dessous des yeux, tu sais, fait que c'est moi aussi le côté aléatoire. C'est ça. Ben, la création, je pense que c'est le destin de la création, c'est un peu ça. On est sujet à l'inspiration, au travail, puis à la créativité. C'est ça. Il y a un artiste avec qui je travaille en ce moment, là, Valérie Blas, et puis elle me disait tout le temps, elle me dit, ça fait plusieurs fois qu'elle me le dit, elle dit, tu sais, elle dit, il faut se mettre en danger, puis il faut qu'il y ait un matin, tu te lèves, tu as mal au cœur parce que tu n'es pas sûr que tu t'en vas. Tu sais. Elle dit, si tout va bien, ça ne va pas fonctionner. La finalité, tu ne seras pas d'accord, tu ne seras pas content. Il faut que tu te mettes en danger, il faut que tu aies le stress, il faut que tu te lèves le matin, tu fais comme, oh boy, là, ça, non, là, ça va pas où ce que je veux que ça y aille. Tu sais. Mais il faut être à l'écoute
de où tu es rendu. Tu sais. Faut pas que tu restes dans ton corridor de pensée, puis tu dis, OK, je voulais ça, ça va finir de même. Donc, c'est ça, tu sais, c'est le même, je pense. Elle a mis des mots là-dessus, mais ça traduit bien, justement, là, mon désir, tu sais. Ben, merci beaucoup, Rino. C'est vraiment très intéressant, c'est inspirant. Puis je pense qu'on peut, après ça, transposer tout Ouais. ce savoir-là ou cette approche créative-là dans des domaines plus conventionnels pour aider les gens, justement, à sortir du fameux corridor, sortir du moule. Oui, oui, On c'est peut ça. garder le thème. Ben oui, hein, tu sais, on n'a pas le choix parce qu'il faut toujours, tu sais, c'est galvaudé, mais il faut toujours se réinventer. Là, on a nos voisins américains là, ils jouent au ping-pong avec tout. Les droits de Ouais. douane, les taxations, les surtaxations. Donc, si on lit dans les différentes revues spécialisées, ben, il faut toujours réinventer, il faut penser différemment. Tu sais, le fameux thinking of the box, là, out of the box, là, il faut vraiment, Ouais. faut toujours penser différemment. OK, d'habitude, je fais ça de même. Maintenant, comment je peux le faire différemment? Mon approvisionnement, ça fait 25 ans, il est là. OK, si je vais ailleurs. Des fois, ça force des super découvertes. Hein? Euh, tu sais, avant, j'allais toujours aux États-Unis pour aller chercher mes matériaux. Puis là, je m'aperçois qu'ici, au Nouveau-Brunswick, j'ai un gars qui fait la même affaire. Je sauve en temps. On parle la même langue. J'arrive, je peux aller chez eux dans pas long. On peut négocier plus facilement parce qu'on est chez nous. Il n'y a pas de taux de change. En tout cas, fait, tu sais, ça l'amène des belles découvertes. Tu sais. Il n'y a rien de pire que d'être confortable. Hein. Quand tu es confortable, là, ça a pire à Exact. faire. Comme tu l'as dit tantôt, c'est ça. Il faut sortir de la zone de confort et être un petit peu plus anxieux. Oui, 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 oui. Ben, merci Ben, ça beaucoup. fait plaisir. À Parfait. bientôt. Bonne journée. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composés du Québec, visitez polymerquebec.com.